Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis avec la deuxième finaliste pour le roman francophone du prix Masterton. Je suis avec la jolie Meg Men. Salut Meg. Salut. Ouais. Donc toi, tu es en lice aujourd'hui avec ton dernier roman, qui est donc La Maison des Pleurs. D'ailleurs, qui est ton dernier roman et ton premier roman. C'est ça. Attends, que je le mette bien devant la caméra, c'est mieux quand même. Voilà. La Maison des Pleurs, c'est un roman qui fait 250 pages, qui se lit très très vite et très très bien. Mais avant d'en parler, Meg, eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter dans les grandes lignes. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, je m'appelle Meg. Voilà. Je suis, on va dire, encore relativement jeune autrice puisque, comme, l'a dit Aude, c'est mon premier roman. Maintenant, avant ça, j'avais tout de même publié, 2 recueils de nouvelles, déjà dans le domaine, de l'épouvante et de l'horreur. Et en fait, je me suis lancée là-dedans parce que écrire, inventer des histoires, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années et des années. Et en fait, un jour, suite à un burn-out, je me suis mise comme ça à écrire et je me souviens quand mon mari est rentré du travail, il m'a dit qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, t'es changée. Et j'ai dit j'ai commencé à écrire. Et ça a été vraiment la révélation. Et du coup, je me suis dit, il faut que je continue comme ça. Et pour me forcer, en fait, je me suis mise un petit défi. C'était de publier justement ces nouvelles, une nouvelle par mois, la mettre en ligne. Comme ça, j'avais ce défi de devoir avoir un rythme assez régulier. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a donné cette possibilité, d'une part, d'un petit peu montrer ma plume, un petit peu montrer tout ce que moi j'aime dans l'horreur, etc. Et d'avoir petit à petit un public qui se mettait en place. Et surtout, ça m'a permis d'avoir peut-être un petit peu plus confiance en moi, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment permis, après avoir publié donc, ces nouvelles pendant un an, une nouvelle par mois pendant un an. Excuse-moi de te couper, ce sont des nouvelles que tu publiais donc les unes après les autres sur Wattpad, par exemple? Non, je les ai posées directement sur Amazon, en fait. En ligne, la nouvelle était disponible. Elle n'était pas publiée en papier, elle était juste en version numérique. Et okay. Alors, voilà, une par mois pendant Et donc, un voilà, an. une par mois. Et comment tu procédais? Alors, tu attendais le retour des internautes? Tu avais quand même des bêta-lecteurs sur ces nouvelles ou vraiment tu allais vers l'inconnu et tu attendais les retours? Alors, j'avais quand même chaque fois au moins 2 bêta-lecteurs, à savoir mon mari, bon, ça a un peu la facilité, mais aussi celle qui est actuellement également ma correctrice, que j'avais rencontrée. En fait, quand j'ai voulu commencer à écrire, j'ai quand même suivi une formation, la formation LICAR, et qui m'a permis de connaître vraiment une communauté d'auteurs et futurs auteurs. Et il se fait que j'ai connu justement cette personne-là, Fabienne, qui est également en Belgique comme moi, pas très loin de chez moi en plus, et donc qui, elle, était vraiment ma bêta-lectrice, ma correctrice, du coup, sur chacune de ces nouvelles. Mais sinon, à part ça, entre guillemets, j'avançais un peu à l'aveugle. Dans le sens où je m'étais dit, je veux justement, je vais profiter du fait que c'est de l'auto-édition pour publier ce que moi j'aime, ce que moi j'ai envie, et voir justement si ça match, parce que je n'ai pas envie, je veux dire, je crois que comme beaucoup d'auteurs, je rêve d'en vivre, mais je n'ai pas envie d'écrire pour pouvoir en vivre, entre guillemets. Tu n'as pas envie qu'on t'impose quelque chose. C'est ça, exactement. Et donc, tu veux rester libre, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, je prends bien évidemment tous les retours de lecteurs en compte. Je me pose les questions et tout, et j'essaie de vraiment chaque fois analyser si c'est quelque chose qui ressort vraiment d'une question de goût
ou qui ressort d'une question de ah là il y a quelque chose à améliorer. J'invente par exemple que mes personnages ne seraient pas assez profonds, quelque chose comme ça. Ben voilà, ça, je vais vraiment essayer de faire la part des choses en tout ça pour pouvoir écrire quelque chose que j'aime, mais qui soit évidemment apprécié quand même également du public, quoi. Oui, de tout ton public, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour toi, l'auto-édition, elle s'est imposée finalement. Tu n'as jamais pensé à... Est-ce que tu as déjà envoyé tes manuscrits à une maison d'édition ou ça t'a pas... Non. Alors, non, je n'ai encore rien envoyé, si ce n'est dans le cadre de cette fameuse formation que j'avais faite, on Mmh. envoyait le début de notre roman pour avoir un retour d'un éditeur professionnel. Et il se fait que cet éditeur-là a adoré le début de mon roman et tout le synopsis, le dossier que je lui avais envoyé. Et donc, je sais qu'il m'a déjà proposé, voilà, quand je l'aurai terminé, bon, il n'y a rien de fait, mais voilà, quand j'aurai terminé, il aimerait bien que je lui soumette. Donc ça, ce roman-là, qui n'est toujours pas fini parce que je l'ai mis un peu de côté avec tous les autres projets, je sais que je peux l'envoyer à cet éditeur-là et on verra s'il est toujours aussi intéressé pour le publier ou non. D'accord. Mais sinon, à côté de ça, non, vraiment, pour moi, c'était le choix de l'auto-édition, ça s'est vraiment imposé parce que je voulais vraiment avoir quelque chose, je dis, qui puisse être moi. J'avais pas envie qu'on m'impose des choses, qu'on m'impose en genre, par exemple, ou un ton ou quoi. J'avais envie de pouvoir tout gérer de A à Z. Alors parfois, c'est un peu compliqué, évidemment, Oui, c'est plus mais lourd, ouais. c'est ça. Mais j'ai cette chance, entre guillemets, de m'être moi formée dans ce domaine-là, puisque j'ai fait des études littéraires et des études éditoriales. Ah Donc bah, du coup, je décidément. voilà. Hier, j'avais Alex Sol qui a fait aussi des études éditoriales. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est beaucoup plus facile parce que vous connaissez tout le cheminement du Exactement, livre, j'ai pas quoi. dû apprendre ce que c'est la chaîne du livre, je veux dire, c'est Ouais. quelque chose d'évident pour moi et point de vue, comme je dis, j'ai aussi été formée, en langue et tout, donc je veux dire, je sais que, j'ai quand même déjà une certaine maîtrise de la langue parce qu'il faut pas se mentir, c'est quand même plus facile quand on a un texte qui est déjà, à peu près propre, pour après faire, tout le Ben travail oui, de oui, oui. correction derrière. Et donc, il y avait ça, il y avait aussi tout l'aspect choix visuel, choix de la couverture, etc. Je fais tout moi-même jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de mon cheminement. Quand je commence à mettre sur un projet, je commence déjà à fouiller un peu les bases d'images, etc., pour voir ce qui me paraît correspondre à l'ambiance de mon roman. Et je commence déjà tout doucement à choisir de potentielles couvertures que je retravaille toujours à mon goût, etc. Et donc voilà. Donc, c'est un C'était long vraiment. travail parce que après, il faut aussi que tu fasses la publicité de ton roman. Tu fais des salons? Je fais des salons. Maintenant, j'en fais pas énormément, Mhm. pour plusieurs raisons. D'une part, d'un point de vue, familial, c'est pas toujours facile, à Oui, ben organiser oui. évidemment, parce que aussi beaucoup de ces salons se font, en France, alors que j'habite en Belgique. Donc, en général, quand je pars pour un salon, il faut tout de suite partir pour plusieurs jours. Et il y a aussi, je suis une personnalité un peu anxieuse, donc Oui, oui. j'adore rencontrer mes lecteurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va beaucoup me demander de l'énergie. Donc Qui en va être général, anxiogène pour toi, ouais. C'est quoi? voilà. C'est le fait de partir de chez toi, le fait de laisser tes enfants, le fait de laisser ce cocon. Ben, je crois que tu as mis le point sur tout, en fait. Ouais, bah d'accord. Ok, oui, C'est bah oui. vraiment Non, ça. mais parce que je connais un petit peu aussi. Et tu sais, dans mon métier, on est souvent parti. Donc, ouais, voilà, c'est Voilà, laisser tout exactement. ça. Et... Il y a Mm. ça, il y a le fait aussi d'être un salon en général. Il y a beaucoup de monde et donc c'est quelque chose que je ressens souvent de façon un peu oppressante. Donc, je choisis vraiment très méticuleusement mes salons, là où je sais que je vais rencontrer un public qui sera assez ouvert à ce que je fais, etc. Et je m'y donne vraiment à 100%, quoi. Pendant mon Mm. salon, je suis là à 100% pour mes lecteurs et tout, même si je sais que derrière, j'aurai chaque fois ce contre-coup de 24-48 heures il faudra pour me relever. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais pas énormément, mais Ouais, non, mais c'est assez chronophage, hein.
j'ai vu donc Alexa qui arrête justement parce que qui arrête du moins pendant une année parce que c'est vrai que c'est chronophage, ça te prend Oui. tes week-ends, ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps parce que comme tu dis, moi je suis dans la région centre, en plus il y a très très peu de salons. Toi, il y a le salon du livre à Bruxelles, il y en a quelques-uns. Il y a Troll et légendes qui correspondent un petit peu à ton univers, tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est France. Donc, tu arrives vite fait à 600 km facilement, quoi. Oui. Donc là, ouais, c'est 2-3 jours. Et puis ça a un coût, mine de rien, parce que J'allais quand on dire, se il y a déplace, aussi le fait de devoir rentabiliser parce qu'il y a le trajet évidemment, en général l'hôtel, donc la il faut nourriture, aussi tout, être ouais, sûr de rencontrer son public pour ne pas avoir fait toutes ces dépenses-là et ne même pas ouais, rentrer dans ses frais, quoi. Donc tout à fait, tout à fait. Mais tu as complètement raison. Et toi, tu es plutôt une auteure organisée ou tu préfères procrastiner de temps en temps ou tout est réglé, tout est comment ça se passe ton quotidien d'autrice? alors, non, moi, c'est plutôt, justement au feeling. En fait, Ah, c'est tu vois, assez j'aurais dit spécial. l'inverse, moi. Je te voyais plus carré, tout ça. Mais j'allais dire, en fait, c'est assez contradictoire parce que, comment dire? Pour, le roman lui-même, je vais Ouais, avoir un côté, très, très organisé. J'ai cette image de, ce qu'il faut faire, et il faudra que ce soit comme ça et je vais avoir du mal à m'en défaire jusqu'à ce que je l'ai effectivement fait puis que je vois que ça marche pas et que là, je vais peut-être revenir en arrière. Mais, à côté de ça, je me suis rendu compte que, me mettre, par exemple, vraiment une routine d'écriture, c'est quelque chose qui marche pas du tout avec moi. Parce que si je suis obligée de me retrouver là, assise devant mon ordinateur à un moment, en fait, j'aurais pas envie d'écrire et donc du coup, ça c'est en général, c'est tout à fait contre-productif parce que je me suis déjà forcée justement à le faire pendant quelque temps, c'était, ouais. j'allais marcher 1 heure le matin et puis, j'écrivais pendant 2 heures, et en fait, je me suis rendu compte que chaque fois, quand j'en arrivais à la séance suivante, j'avais tendance à réécrire tout ce que j'avais écrit pendant ces 2 heures-là où je m'étais forcée. Donc, c'était finalement tout à fait contre-productif. Donc, j'alterne vraiment, en fait. J'ai vraiment des moments d'organisation qui est même limite très précise et d'autres moments où c'est de la totale improvisation. Je vais prendre le cas de la Maison des Pleurs. J'avais au tout début un squelette de l'histoire, je vais dire 2-3 éléments majeurs et la fin notamment. Je savais également la scène de départ plus ou moins, donc j'avais fait un tout premier plan qui était très peu détaillé. J'ai commencé à rentrer dedans et puis en fait au bout d'un moment je me suis dit ah non là ça ne va pas, je dois me détacher du plan. J'ai commencé à inventer et puis au bout d'un moment je me suis dit là je commence à aller un petit peu trop dans tous les sens. On va s'y remettre. J'ai refait un plan qui était de nouveau à nouveau un petit peu trop strict. Donc j'ai commencé à suivre ce plan et puis au bout d'un moment redévier. Donc en fait je vais vraiment d'un à l'autre constamment parce que j'ai ce double besoin en fait à la fois de structure et à la fois de ne pas me sentir enfermée dans ce que j'avais décidé. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu peux, ouais, tu changes de route au moment où tu en as envie. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est le fait de te relire et de voir tes erreurs, quoi. Donc, en fait, est-ce que c'est une écriture quotidienne quand même, ou à n'importe quel moment de la journée, ou non, tu peux être 2 jours sans écrire. Non, je peux rester plusieurs jours sans écrire. Ouais, J'ai des d'accord. moments où, j'ai l'impression que je suis plus, dans une phase de: «Ah là, j'ai besoin de» soit d'inspiration, vraiment, pas du tout aller copier quelque chose, mais moi je pense que enfin, je fais partie de ces auteurs qui pensent que pour pouvoir, écrire quelque chose, on doit s'inspirer des autres arts, donc que ce soit lire des autres livres, que ce soit, regarder des films ou autre. J'ai ces moments où j'ai besoin d'aller voir un petit peu ce qui se fait chez l'autre et de voir un petit peu: «Tiens, qu'est-ce qui m'a marqué dans ce livre, dans ce film?» Voilà, qu'est-ce qui me parle et comment est-ce que je pourrais peut-être moi le traduire dans mon propre livre. Et j'ai aussi parfois des moments où justement comment dire, on est dans notre histoire et il y a un moment parfois où
pour le dire platement, elle nous sort par tous les trous. Et donc, il y a un moment où c'est juste, il faut couper. Et à la limite, je vais faire quelque chose qui soit même totalement différent. À la Différent, période de d'accord. Noël, je vais regarder des comédies romantiques de Noël, par Oui, exemple, oui, 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 oui. à Faut que tu l'opposé. fasses le vide, on oublie là, on ferme Voilà, c'est ça. et on rouvre plus tard. Ouais, Exactement. OK, OK. Maintenant, parfois, il y a aussi, je vais compenser ça avec, en travaillant sur plusieurs projets à la fois. Et donc, à ce moment-là, bah, je vais travailler sur un projet constamment pendant quelques jours, et puis je vais partir sur un autre, et ça va aussi permettre parfois de souffler. Mais j'écris pas tous les jours. D'accord. Et comment tu trouves tes idées alors de ce que tu vas écrire? Comment tu as trouvé par exemple, tes 2 anthologies que j'ai pas présentées d'ailleurs? Donc, les anthologies dont Meg parlait tout à l'heure, elle les a sorties, que je les prenne dans l'ordre, en version papier. Donc la première, donc on a les 6 premiers mois de l'année, voilà, et elle a adapté, ses nouvelles selon les 6 premiers mois de l'année et les 6 seconds. Donc, quand vous achetez les 2, vous avez une nouvelle pour chaque mois, en fait. Et alors, ce qui est génial dans ces 2 recueils, c'est que tu as vraiment adapté chaque nouvelle au mois en cours. Je vais donner Pâques, Pâques, Halloween, Halloween, Noël, Noël. Tu as vraiment le printemps, le printemps. Enfin, ils sont vraiment chouettes. Et par exemple, comment tu as fait pour trouver chaque mois le thème tu t'es Alors, servi d'inspi de ce qu'il y avait dehors, de faits divers, de bouquins, comme tu dis, de ciné. il y a pas mal de cinéma, je pense. On voit assez bien ces influences-là dans certaines des Oui, nouvelles. oui. Je pense une des toutes premières que j'ai écrites, c'est celle d'Ou. Là, clairement, il y a une influence de Vendredi 13. Donc, en fait, il y avait cette volonté. Donc, d'abord, je réfléchissais, OK, tel mois, qu'est-ce qui symbolise pour moi? Il y a des mois où c'est évidemment, bah, c'est évident, comme tu l'as dit, octobre, Halloween par exemple, Oui. euh, où c'était peut-être un peu moins évident, si ce n'est que pour moi, c'est les vacances, c'est ce moment de relâche et tout. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, le camp de vacances et tout. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien comme histoire? Ben, j'aime bien notamment les slasher movies, les gros classiques comme justement Vendredi 13. Et je me suis dit, tiens, Vendredi 13, à l'heure actuelle, bah, faut dire ce qui est, ça a vieilli, et puis ça a été vu et revu. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire à l'heure actuelle pour justement donner ce petit twist inattendu? Qu'est-ce qui Mhm. ferait qu'on n'est pas justement dans un slasher movie? Et donc, pour le mois d'août, par exemple, c'est parti comme ça. Donc, c'est vraiment comment dire, un classique de l'horreur que j'ai voulu réaménager à ma sauce. Maintenant, parfois, ça peut être des bêtises, enfin des bêtises, des faits du quotidien. Je pense au mois de décembre, donc forcément, ça tourne autour de Noël. Mais je n'avais pas envie de faire une histoire de Père Noël tueur, par exemple, ou autre, qu'on a déjà vu justement et revu en film. J'avais vraiment envie d'avoir déjà, d'une part, d'expérimenter quelque chose, parce que je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que Noël, c'est les enfants. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire du point de vue vraiment d'un enfant. Comment est-ce que cet enfant écrirait et tout, et qu'est-ce qu'il pourrait vivre dans cette période de Noël. Et en fait, j'avais commencé pour mes enfants la tradition des lutins farceurs, Elves on the Mhm. Shelf, où pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a un lutin qui nous est confié par le Père Noël pendant le mois de décembre. Ce lutin ressemble à une poupée, comme n'importe quel autre, un peu comme Toy Story, si vous voulez. Et la Oui. nuit, ils prennent vie. T'en as un peut-être? Oui, mais non, tu vas être étranger dans les choses de Noël, mais on le fait Oui, moi aussi, aussi. ouais. Mais alors, il fait chaque fois une blague pendant la nuit. Et donc, ce qui est génial, c'est les parents qui s'éclatent à imaginer des blagues, et les enfants qui sont tout émerveillés de voir ces blagues le matin. Et voilà, c'est vraiment, ça m'est venu tout seul en commençant à préparer les blagues du lutin farceur. Je me suis dit, mais tiens, et si ces blagues tournaient finalement à la catastrophe, qu'est-ce qui se passerait? Et donc voilà, là, c'est vraiment le quotidien qui m'a inspirée. Et d'ailleurs, sur certains aspects, je m'en suis même pas rendu compte à ce moment-là en l'écrivant. C'est mon mari qui me l'a dit en lisant. Il me dit, mais tu sais, la petite fille ressemble quand même vachement à la nôtre. Là, Et donc, forcément, hein, voilà. tu Et prends là, tes c'était vraiment le inspi. quotidien.
Oui, bah, oui. Je précise quand même que donc les recueils de Meg s'intitulent What an Awful Year. C'est de l'horreur, hein. Ce ne sont pas des nouvelles, je dirais même pour un public averti, non? Tu les places pour quel âge départ? Oh, ça j'aime pas mettre un âge dans le sens où, chacun a Oui, vraiment ça sa varie. sensibilité. Et il y a certaines nouvelles qui sont plus psychologiques et donc peut-être que ça passera un peu, au-dessus de la tête d'un public adolescent, mais elles ne sont pas non plus, à part peut-être celles de juillet, elles sont pas non plus gore, elles ne sont pas non plus Gore, ouais. choquantes. Donc pour moi, un public adolescent peut les lire. Ouais. OK. Je dirais, Ouais, ouais. allez, vers, 15 ans, quoi. Ouais, 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 c'est ce que je mettrais aussi parce que comme tu dis, elles sont pas, il y a pas de trash, il y a pas Mmh. de, voilà, c'est à partir du moment où un enfant, moi je sais que les miennes ont 10 ans, elles liraient, mais bon, moi les miennes, voilà, Mais voilà, c'est, c'est ça, mais je elles sont prends comme moi, l'exemple donc, des enfants. Ma fille et mon fils, par exemple, n'ont pas du tout, la même, distanciation face à l'horreur. ouais, Autant je sais voilà, que je ouais. peux montrer des choses à mon fils qui est plus jeune, autant il y a des choses que je peux pas montrer à ma fille, donc voilà. Oui, Ça oui, non, dépend mais vraiment. complètement. Ouais, alors que les miennes, tu vois, elles baignent dedans, elles sont nées dedans, elles voient maman, donc elles ont C'est déjà ça, commencé. Bon, je leur fais pas. C'est un petit peu comme Fred Livins avec ses enfants. Quand ils sont dedans, ça les choque pas du tout. Après, je comprends qu'il y ait des enfants, voilà, qui n'abordent pas ça, mais non, franchement, oui, c'est pas gore, c'est vraiment très sympa. Mais on n'est pas là pour parler de cela. On est là donc pour parler de la Maison des Pleurs. Donc moi, vous le savez, hein, je ne l'ai pas caché. J'ai adoré. Ça a vraiment été un coup de cœur. Tu nous as fait un truc absolument génial, Meg, là. Euh, merci. Meg, elle nous fait partir dans une histoire qui va se révéler ne pas être l'histoire dans laquelle on voudrait qu'elle soit. Donc c'est vraiment génial, c'est surprenant. Je vais te laisser raconter, hein, parce que moi à chaque fois j'ai peur de spoiler, donc je Mais laisse faire l'auteur. moi-même, j'ai peur de spoiler, en fait. Je crois que c'est quelque chose qui revient, bah, justement dans toutes les chroniques que j'ai, c'est que c'est un livre qui est très difficile justement de chroniquer sans spoiler. Voilà. Par contre, pour la petite histoire, tu t'es servi d'un fait réel pour ce C'est ça. livre. Voilà. Exactement. Bah, en fait, j'ai peut-être raconté justement un petit peu comment m'est venue l'idée pour raconter l'histoire finalement. Voilà. C'est-à-dire que, j'avais déjà en tête depuis un moment, moi j'aime bien les histoires, de maisons hantées parce que c'est souvent de l'horreur psychologique et moi j'aime beaucoup ça Mhm. et du coup, je voulais me réapproprier une histoire de maison hantée et bah, comme je l'ai déjà un peu dit avec, mes nouvelles, c'était, tiens, qu'est-ce qui finalement pourrait encore surprendre dans une histoire de maison hantée où ça a aussi été, bah, souvent vu, revu. Alors chaque chose est différente, mais voilà, j'avais envie d'avoir, bah, justement ce moment où ce retournement où on ne s'y attend pas, emmener le lecteur quelque part et puis lui dire: «Ah bah non, en fait, c'est pas du tout là qu'on va». Et donc j'avais vraiment le squelette de l'histoire, mais je n'arrivais pas à lui faire prendre forme, dans le sens où, beh, j'étais justement moi-même fort influencée par tout ce qui pouvait se faire à ce niveau-là, notamment, je pense à, The Haunting of Hill House de Mike Mhm. Flanagan. Mhm. Clairement, j'avais ça en tête parce qu'au début, j'imaginais ça dans un peu dans un manoir avec, beh, aussi justement cette famille qui vient et qui fait des travaux et puis je me dis: «Mais non, ça va pas parce que c'est pas moi, c'est pas». Donc voilà, j'avais cette idée-là, je voulais absolument l'écrire, mais pas moyen de la trouver et en fait, en 2001, en juillet 2001, il y a eu des grosses inondations en Belgique qui ont fait plusieurs morts et qui ont mais vraiment dévasté des parties de villes et de villages. Et la région la plus touchée, c'est la région de la Vesdre, dont moi je suis originaire. Et en fait, c'est quelques temps plus tard, presque 2 ans plus tard, lors d'une promenade, j'ai décidé d'aller me promener, dans cette région de mon enfance que je connaissais très bien, mais qui avait été, bah, métamorphosée justement, par, ces événements. Et c'est au détour du chemin, je suis tombée sur cette maison, qui était là. Elle était marquée par les inondations,
parce il y a un cours d'eau qui passe vraiment juste à son pied. Elle avait été bien entendu marquée, mais elle était là, toujours debout. Et elle avait cette structure un peu particulière qui fait que j'y ai directement vu mes personnages, en fait. Les personnages que je m'imaginais depuis des mois, je les ai vus véritablement sur cette terrasse qui passait au-dessus de la rivière. Et voilà, donc j'ai vraiment eu cette révélation. Et de là, tout s'est mis en place sur mais pourquoi une famille emménagerait dans cette maison-là, justement, à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à cette histoire de la maison des pleurs, où on va suivre une famille, j'ai envie de dire la famille traditionnelle, hein, le papa, la maman, la petite Ouais. fille, qui décide d'emménager dans une maison qui a été inondée donc 2 ans plus tôt, donc une maison qui est partiellement rénovée et dont on voit directement qu'elle a des secrets. Il y a des choses qui se sont passées. C'est pas une famille vierge de tout événement. Et donc, on va suivre notamment beaucoup la maman qui est écrivain, qui souffre du syndrome de la page blanche. Et c'est une histoire en 2 temps aussi, hein? C'est ça, exactement. Ouais. On va la suivre, cette famille, au moment où, ils s'installent, dans la maison. C'est la première temporalité et 1 chapitre sur 2, on va les suivre, quelque temps plus tard, où on comprend que, le papa n'est plus là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Heu, Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux là-dessous? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'était volontaire ou pas? C'est vraiment, le va-et-vient entre les 2 époques qui va permettre, de comprendre, peu à peu ce qui s'est passé. Et Voilà, alors, avec une fin, fou! c'est ça, voilà. Bah, comme j'aime assez bien le Ouais. dire, c'est une chroniqueuse qui m'avait dit ça, en fait, on a l'impression, de rentrer dans une bête histoire de maison hantée, pour le dire platement. Parce que, cette famille qui décide d'emménager quelque part, pour se reconstruire et tout, c'est quelque chose, de vu et Oui, revu. moi, de mon point de vue de chroniqueuse, j'en lis, hein, j'en lis beaucoup, surtout, sur ce thème-là, sur les maisons hantées, le paranormal, la possession, j'en lis énormément. Je je fais partie de ces chroniqueuses qui ont lu et au départ qui se sont dit: «Bon OK, d'accord, ouais». Mmh. Limite à me dire: «Bah oui, bah de toute façon, je vois où Meg veut en venir, hein, forcément, elles sont toutes pareilles et tout» et c'est vrai qu'au départ, ça part, voilà, tu as fait, comme tu dis, la base, le C'est classique ça, et tout et c'est là, ça. Meg, elle nous fait un et là, vous êtes pas prêts. Je vous le dis tout de suite, vous êtes pas prêts. Voilà, c'est ça, j'allais dire, c'est ce qu'on dit souvent, il y a ce retournement qui fait que: «Ah OK, waouh, c'était là qu'on allait en fait» et voilà, comme tu dis, vous Et êtes pas mais prêts. ouais, mais c'est ça parce qu'en plus c'est je dirais c'est un retournement de qualité parce que tu le fais pas, à 180°, tu l'amènes tout doucement. Donc Oui, on sent qu'il y a quelque chose effectivement, on part pas là où enfin tu commences à nous perturber, tu vois? Ça on se doute que et puis d'un coup, mais enfin non, c'était pas là qu'on voulait aller du tout, mais c'est non, vraiment, c'est pas effectivement, c'est pas facile de ne pas spoiler. Donc la solution, lisez-le. Lisez-le, vous serez absolument, conquis et surpris par, ce premier roman de Meg, vraiment, il est vraiment très, très bien. Moi, tu le sais, hein, ça a été mon coup de cœur, oui, 2024, j'ai vraiment adoré. En plus, c'était la découverte parce que Meg, juste avant, n'avait fait que des recueils de nouvelles, donc c'était le premier roman. Donc c'était vraiment une très, très belle, surprise et du coup, tu es plus roman ou nouvelle? Tu préfères, les 2. Sincèrement, je trouve que les 2 sont des exercices très différents. On peut ouais, peut-être s'imaginer qu'une nouvelle, c'est un petit roman, mais en fait, c'est pas du tout ça. Il faut aller, dans une nouvelle, il faut aller, très, très vite pour donner un maximum d'informations, sans noyer non plus le lecteur et il faut pouvoir, instaurer cette envie de lire très rapidement l'accroche et très rapide, ouais. voilà, c'est ça. Et donc, ça, il y a un côté, très intéressant, très très exercice, j'ai envie de dire, Mmh. avec la nouvelle. Ouais,
Et le roman, c'est quelque chose de totalement différent parce que là, on va vivre avec ces personnages véritablement. Je veux dire, le lecteur quand il le lit, mais l'auteur aussi quand il l'écrit. Et donc, c'est pas du tout le même voyage, c'est pas le même exercice intellectuel. C'est autant la nouvelle, je pars de ce point. En général, je sais toujours quelle est mon intrigue principale et ma fin. Mhm. Je pense toujours la fin avant de penser le début. Donc la nouvelle, je peux partir avec une idée de base et voilà, j'écris et comme ça. Et le roman, par contre, bah, là, il y a toujours des moments, bah, comme on parlait tantôt, où je suis obligée de revenir au plan, bah, notamment ici avec en plus ce roman à double temporalité où en fait, bah, je laisse des indices. Donc il y a des moments où j'ai dû revenir en arrière en disant ah cet indice-là, il était peut-être pas assez mis, je vais Oui, aller faut que le je... remettre. ouais. Voilà, donc c'est pas du tout le même exercice, mais j'adore les deux et je vais continuer à exercer dans les deux. Tu vas J'aime. continuer à exercer dans les deux, d'accord. Et donc là, je suppose que tu exerces dans un. Tu peux nous en parler ou pas? Non? Tu Oui, es sur un projet? alors très exactement 4 projets. Donc, D'accord. voilà. On t'arrête plus là, tu es parti là. Ben, en fait, il y a toujours ce projet ben, que j'ai un tout petit peu évoqué, qui est potentiellement pour une maison d'édition. Donc ça, Ouais. voilà, c'est le projet on va dire que je fais en dernier, dans le sens où je sais que je serai soumise au délai de l'édition traditionnelle et tout, si tout va bien. Et donc, voilà, je me donne le temps de tout faire comme il faut et tout. Et à côté de ça, bah, il y a mon deuxième roman qui, j'espère, sortira cet été. On va voir. C'est ça qui est bien dans dans l'auto-édition, c'est qu'on n'a pas un délai. Oui, tu fais comme Voilà. tu veux, oui. T'as pas de temps imparti, c'est bien Non, ça. c'est Tu ça. restes libre. Et donc, dans quel thème tu te... Euh, Pareil? Ce sera quand même toujours de l'horreur psychologique principalement, maintenant un petit peu plus visuel quand même que La Maison des Pleurs. D'accord. Je vais déjà dire un tout petit peu, en fait, ça s'appellera La Foire au cauchemar. Ouais. Et ça part du principe d'une foire qui s'installe chaque fois pour seulement un jour dans différentes villes et qui vous permet de vivre vos peurs. Hein. Ce sont des attractions d'horreur. Mais chaque fois qu'elle s'installe quelque part, il y a 7 heureux élus à qui on promet de vivre l'expérience de peur ultime. Et donc, on D'accord. va suivre ces 7 individus et forcément, tout ne va pas se Ouais. passer comme prévu. Voilà. D'accord. Génial. J'ai hâte alors. Et alors, à côté de ça, les 2 autres projets, c'est tous les 2 des projets de nouvelles Ouais. pour 2 anthologies tout à fait différentes. Maintenant, ça, je ne sais pas dans quelle mesure je peux en parler, donc je ne vais pas en dire trop, si ce Une n'est qu'il y en a. collaboration. Pardon? C'est une collaboration? Oui, Oui, exactement. voilà. Ce ne sont pas des recueils de nouvelles, toi, Ce ne sera perso. pas des recueils de moi toute seule, je serai D'accord. avec d'autres auteurs. Ouais. Et alors, la seule chose que je pourrais peut-être dire, c'est que il y en a une où cette nouvelle viendra entre guillemets, je dis entre guillemets de moi. Voilà, je suis très très libre pour le thème, etc., le développement et Mmh. tout. Et l'autre, par contre, c'est un peu plus un exercice pour moi, dans le sens où je vais aller beaucoup plus vers un style que j'ai moins exploré jusqu'à présent, à savoir, je vois ton beau t-shirt, du gore, justement. De gore. Donc voilà, ça va être l'occasion justement d'exercer encore ma plume dans un côté que j'ai pas encore beaucoup exploré. T-shirt d'ailleurs que vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, sur le site, je fais une petite publicité, de Madame Lamort sur Etsy, donc qui est libraire horrifique, elle anglais, français. Donc voilà, vous trouverez les t-shirts. Voilà, ça c'était la petite page de pub pour Adeline. OK. Et est-ce qu'il y a un thème que tu n'aborderas jamais? Tu te dis ça, c'est non, je n'écrirai jamais là-dedans. Pas tant un thème que plutôt comment dire, un genre. Un genre, Enfin, ouais. et encore, c'est même pas tout à fait un genre, parce que je viens de dire que j'allais justement faire une nouvelle qui allait vers le gore. Par exemple, moi j'adore donc surtout l'horreur psychologique. Maintenant, j'aime bien un peu toutes les formes d'horreur et
une forme d'horreur, par contre, qui, moi, me dérange, c'est le gore, voire le porno-gore, Ouais, j'ai envie de dire, pour le gore, où il n'y a ouais, pas derrière de message ou autre, que la seule volonté, c'est finalement d'écœurer le lecteur. C'est ouais. pas quelque chose qui me plaît dans le sens où c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose qui me dégoûte. Je vais prendre un exemple, je pense, très emblématique, enfin, qui va sans doute parler à tout le monde, c'est le cas de Terrifier ici en film. Ouais. Le premier, j'y trouve mon compte, j'y trouve, comment dire, un certain hommage, notamment au film des années 80, parce qu'avec ce sang qui est trop rouge, cette femme qu'on va découper en deux, mais que ça fait Un un peu peu plastique. burlesque. Et Ouais, ouais. voilà. Donc, je veux dire, même s'il n'y avait pas de message derrière, à la limite, ça me plaisait encore. Mais par exemple, le deuxième, où le réalisateur avait beaucoup plus de moyens, du coup, c'est bien, bien plus réaliste. Et à côté de ça, il n'y a toujours pas d'histoire. Donc Oui, c'est là, vrai, par hein. exemple, j'en suis sortie juste dégoûtée. En fait, il y a pas un seul Ouais, moment où j'ai eu peur. J'ai juste été dégoûtée. Et ça, voilà, c'est pas mon style. C'est pas du tout ouais, mon ouais. style d'horreur. Et je sais que c'est quelque chose qui marche assez bien aussi en littérature pour le moment, notamment du côté du Canada. Mais voilà, c'est pas quelque chose Ouais. qui me plaît de lire, et c'est pas quelque chose Je dans suis lequel. comme toi, moi, parce que s'il y a que ça, mais à côté, il y a pas de scénario, c'est vide, la narration est plate, pour moi, ça a pas de sens. C'est ça. C'est ennuyeux aussi, ouais. Voilà. Et est-ce que tu te vois, je sais pas moi, dans le fantastique, le fantasy, la science-fiction, le feel good, bon, la dark romance, on a compris, non. Tout ce qui est érotique, tout ce qui est, tu te vois un jour dans un autre registre lecture ou tu resteras. Alors, niveau lecture, je lis de tout. Ouais, Enfin, même si clairement, je lis beaucoup, beaucoup d'horreur, de thriller et de fantasy en troisième genre. Point de vue écriture, j'aimerais bien peut-être aller un peu vers la fantasy à un moment. Mais voilà, c'est pas. J'aime vraiment bien l'horreur et l'épouvante, parce que je trouve que c'est un genre, c'est un genre mineur, c'est un genre qui est pas bien vu souvent, alors que je trouve que, enfin, quand je rentre dans un livre d'épouvante, je suis dans une condition pour vraiment ressentir toutes les émotions puissance 1000 en fait. Certes, les émotions d'horreur, la peur, etc., mais même toutes les autres émotions. Je veux dire, une histoire euh, d'amour, pas dans le sens mièvre, hein, mais avoir justement un moment dans l'histoire, une preuve d'amour entre deux personnages, ou mhm, autre, mais c'est quelque chose qui va plus vite me toucher finalement dans ce récit où je suis prédisposée à ressentir de manière plus forte. Et donc, en fait, souvent, dans les autres genres, je n'arrive pas à ressentir autant d'émotions. Donc voilà, c'est pour ça que ouais. c'est vraiment le genre dans lequel je me plais, mais je n'exclus pas du tout d'aller vers d'autres genres, et notamment la fantasy pour laquelle j'ai déjà des Ouais. idées. Ouais, la Dans... fantasy, c'est pas mal aussi, hein. Je sais que moi j'aime bien et il y a aussi, c'est un terrain assez vaste pour écrire de superbes histoires, hein. Exactement. Et puis en Donc, plus, il peut toujours y avoir ce côté que moi j'aime bien dans l'horreur, qui est, enfin, il peut y avoir déjà ce côté un peu dark, ce côté tout n'est pas blanc ou noir. Et il peut y avoir aussi ce côté justement critique de la société et tout. Donc, ouais. c'est un Et genre qui puis s'y alors, prête bien aussi. ce qui est génial, c'est que là, tu peux carrément t'envoler. Là, tu peux créer ce que tu veux au niveau de tes personnages, au niveau du décor, au niveau et ça, t'as pas de limite là. C'est génial, ça. Exactement, C'est exactement. génial. On a oublié d'aborder un petit sujet quand même, parce que Meg, elle a aussi pensé à ses lecteurs et elle a sorti Oui, un petit recueil que je vous recommande également. Donc, c'est un petit carnet de lecture pour horreur addict. Donc, voilà. Vous ouvrez les pages, là, c'est Freddy, c'est ça. c'est Voilà. ça. Donc, vous mettez le titre, l'auteur. Alors, j'en ai rempli, mais pas tout encore, hein, quand j'y pense. Voilà, là, il y a Jason. Non, c'est Leatherface.
Voilà, vous avez à chaque fois. Il me semble que c'est toi, parce qu'on ne l'a pas dit non plus, c'est toi qui as fait les illustrations, Mag. Oui, exactement. En Toutes, fait, hein? oui, toutes les illustrations sont de moi. Donc, je suis, même si c'est un autre pan que je développe moins, j'aime bien aussi illustrer, dessiner. Et en fait, ce petit carnet de lecture est vraiment né de ce besoin à un moment. J'avais envie de me déconnecter un petit peu de mon GSM et tout, et j'avais envie quand même de garder une trace de mes lectures. Et je me suis dit, bah, je vais m'acheter un carnet de lecture comme on en voit de plus en plus souvent. Et puis en fait, c'est en faisant mon marché, je vais dire, je me dis, mais il n'y a rien qui me convient parce que c'est souvent des designs un peu mièvres, souvent C'est dans vrai, le c'est domaine. vrai, hein? Ouais, Pardon? avec des papilles. Je dis c'est vrai, c'est souvent avec des papillons, des chats, des choses. C'est Il n'y a ça. pas pour nous, en fait. Exactement. Puis je me suis dit, mais en fait, quelqu'un qui ne lit que de l'horreur, du thriller et tout, il doit pas se sentir bien à écrire dans ce cahier. Donc, j'ai vraiment regardé un petit peu tout ce qu'il y avait. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que moi j'aurais envie de pouvoir conserver de mes lectures? Et je me suis dit, bah, on va choisir un thème. Là, les grands tueurs des slasher Ouais, movies. Je me suis dit, qui voilà. sont tous d'ailleurs là, hop, vous les avez réunis. Et donc, tous avec les dessins de Meg. Hop, voilà. Et oui, parce que tu fais également du dessin. Donc, Oui, par exemple, si vous achetez un roman de Meg, vous allez avoir hop, ces petits les marque-pages, marque-pages. voilà, qui sont très chouettes, vraiment. C'est hyper agréable de les avoir dans le bouquin. Il y a des petites cartes aussi que Meg fait. J'ai vu que tu faisais des pins, Oui, non? Oui? oui, aussi, En- oui. Ah, ça m'intéresse pour mettre sur ma veste en jean. Faudra... Bah, Alors, où est-ce qu'on les trouve, par exemple? Où est-ce qu'on peut les trouver, tout ça? Sur alors, ton... j'ai mon site internet qui renvoie directement à ma boutique en ligne, Megmen, ton site? legmen.com. Oui, c'est ça. D'accord. Et sinon, on peut toujours venir me trouver via MP sur Instagram, sur Messenger, si on veut un livre dédicacé ou autre. Parce que par exemple, donc un de mes points de vente, c'est évidemment Amazon. Euh, Amazon. Si on commande le livre via Amazon, ben, je ne saurais pas y joindre ces goodies-là. Donc c'est vraiment quand on commande auprès Voilà. de moi, soit directement via moi, soit via ma boutique. Là, j'y joins toujours Et, des et en plus, cadeaux. je suppose que tu as une petite dédicace si jamais on commande directement à toi. Voilà. Donc, Oui. pour rappel, on peut commander, les gens peuvent te contacter sur Messenger, Facebook, sur Instagram. Oui. Est-ce qu'on Et peut te alors, contacter sur ton site? oui, oui. Voilà. Sur mon site internet, il y a une page de contact aussi et il y a mon adresse email, donc c'est Voilà. aussi Si un moyen. quelqu'un veut commander sur ton site, mais veut la petite dédicace, il peut aussi C'est passer ça, par là. exactement. Ok, super. Eh bien, écoute, le prix Masterton, on en parle. Est-ce que tu savais que tu étais sélectionnée? En fait, quand je t'ai envoyé le livre, donc je savais même pas que tu faisais partie du jury Du Masterton. Masterton. En fait, le prix Masterton, c'est quand même un petit peu, enfin, c'est cette image. Je pense que tous les auteurs qui évoluent dans le domaine de l'épouvante ont ce prix en tête. C'est quand même un prix qui a, enfin, il y a quand Ben, même c'est beaucoup de. le prix national de l'horreur, C'est reconnu ça, de l'horreur. exactement. Et il y a des auteurs que j'admire qui ont déjà gagné ou été sélectionnés pour ce prix et tout. Donc, je dis, voilà, c'est quelque chose qui était dans le coin de ma conscience. Et puis, en fait, c'est quand tu m'as dit, tiens, si jamais j'aime bien, il se pourrait que je le soumette à un prix. Je me suis dit, ah, ok, d'accord. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu. Je me suis dit, mais non, c'est quand même pas le prix Masterton, quoi. Et puis, tu as fait ce retour en disant que tu avais ce coup de cœur. Et voilà, d'un côté, j'ai commencé à essayer à me dire, tiens, est-ce que ça se pourrait? Puis je me dis, non, allez, le prix Masterton, c'est quand même gros, quoi. Et puis c'est ton premier roman, c'est pas. Et pareil, mon mari me dit, non, non, à mon avis, prix Masterton, quand même pas. Et puis, voilà, quand j'ai vu cette notification avec mon nom, sincèrement, je n'osais pas y croire parce que c'est un très, très, très grand honneur pour moi
de rejoindre C'est bien. cette équipe. Et le créateur est belge, hein. Oui, Un petit coucou à Marc Bailly, qui est le créateur du Masterton, qui a 25 ans cette année quand même. Pas Marc, hein, le prix. le prix. Je suis désolée Marc, mais voilà, le prix qui a 25 ans cette année. Et donc, eh bien, Meg est finaliste. Vous êtes cette année, il y a quand même de très beaux noms. Oui, Euh, Quasiment exclusivement féminin, hein. Il y a oui, c'est vrai. un monsieur, je crois, Anthony. Mais ouais, il y a une très belle sélection cette année. Et la Maison des Pleurs, il y a tout à fait sa place, Merci. je trouve. Voilà. Donc, déjà, finaliste, c'est déjà très, très bien pour un Ah, premier roman. exactement, hein. Après, je te souhaite évidemment d'aller jusqu'au bout, mais je trouve que c'est déjà finaliste, c'est très bien parce qu'il le mérite, ça c'est une certitude. Moi, Merci. je vous le recommande. C'est vraiment, vraiment un super bouquin. Ça a été mon coup de cœur 2024. J'ai hâte de découvrir l'autre. Je vous remonte quand même la bibliographie de Meg. Donc, ces deux petits, enfin, petits, 250 pages, 230 celui-ci. Oui, Voilà, deux nouvelles. Donc, chaque mois de l'année, vous avez une nouvelle. Sur les deux recueils, vous avez les 12 mois. Donc, 6 mois sur le premier, 6 mois sur le deuxième. J'ai omis un petit détail. Chaque nouvelle est illustrée. Donc là, c'est pas toi, par contre, les. non, enfin, c'est les couvertures que j'avais, sorties pour, Ah, l'édition, d'accord. en ligne. Ah, Donc ce sont ok. chaque fois des images, bah, que j'ai achetées ou libres de droit partiellement et autres, que moi j'ai retravaillé chaque fois à ma façon pour faire toutes les couvertures. Donc c'est tout du travail de moi, mais ce ne sont pas des photos de moi, quoi. Ok. Donc, à des prix très abordables, hein, parce qu'on est quand même sur 13 euros, donc chaque recueil. C'est franchement très abordable et c'est très, très bien. Ça se lit très vite. Donc, voilà, le fameux aussi, lui, a un prix très, très abordable que vous trouvez donc partout sur Amazon. Attends que je me trompe pas. Ou sinon, sur le site de Meg, ou sinon, vous vous adressez directement à elle. Et ça, je vous recommande aussi. Petit recueil, carnet de lecture. C'est vachement bien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait aussi du bien de revenir au papier parce que le numérique, des fois, il y en a marre. Et moi, je sais que j'aime bien rajouter des petites annotations, des petites. Tu sais, moi, je suis assez brouillon, rouge. Donc, je sais que j'aime beaucoup. Voilà, Meg, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité, Merci à toi. pour cette interview. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis affaire à suivre. Oui, exactement. Je te souhaite une belle journée, Meg. Des Merci. bisous et à très bientôt. Au revoir. Salut!